moi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Son dessin, il m'a envoûté pendant des années, même encore aujourd'hui. Et puis, j'aimais vraiment beaucoup le gars, quoi. C'était vraiment un bon pote. C'est une catastrophe au niveau de la culture, de l'esthétique. C'est ça. Parce que Möbius, c'était bien au-delà de la bande dessinée. C'est vraiment une grande du dessin de tout le temps, de l'histoire. Le 10 mars dernier, Jean Giraud, alias Möbius, nous quittait, laissant derrière lui un vide immense pour tous les fans de bande dessinée, les fans de son œuvre, en France, en Europe et dans le monde entier. Jean, c'était quelqu'un d'adorable, quelqu'un de très particulier pour l'émission, puisqu'il était le parrain d'un monde de bulles depuis le tout début, il y a un peu plus de 7 ans. Moi-même et toute l'équipe d'un monde de bulles, nous avons souhaité lui rendre hommage, un hommage particulier, en vous proposant de découvrir ou de redécouvrir les plus belles interviews de Jean. Car avec Jean, c'était toujours passionnant et passionné. Voilà, rendez-vous donc en février 2005, c'était il y a 7 ans. C'était la première fois que Jean venait sur Public Sénat pour l'émission Bibliothèque Médicis de mon ami Jean-Pierre Elkabbach. On parlait évidemment de bande dessinée et il nous fallait le géant des géants pour commencer, Möbius. C'est de là que tout a commencé avec lui. C'est donc parti à la redécouverte de ses plus beaux moments. Et encore 1000 fois merci, Jean. Möbius, Jean Giraud. Merci, parce que vous êtes plus que rare. Pourquoi vous aimez le mystère ou jouer sur le mystère? Pas du tout, je suis attaché à ma table à dessin. C'est pas un boulet, mais bon, je suis attaché à ma planche. Le matin, quand je me réveille, j'ai qu'une idée, c'est d'aller vers ma planche à dessin et dessiner. Je suis un dessinateur compulsif, ça tombe bien, ce qui fait que je me force pas. Depuis? Depuis maintenant près de 50 ans. Hein. Mmh. Ah oui, j'ai vendu ma première bande dessinée professionnellement à l'âge de 16 ans et j'ai 66 ans. Mmh. En fait. Et Möbius est connu, Jean Giraud aussi en ce moment. Il y a même une exposition dans Paris. Tout à fait. Hein, oui. j'ai vu les affiches. Oui. Möbius, Miyazaki, un japonais. Grand génie, il fait des mangas. Il fait des dessins animés. Des dessins bon, animés. Des mangas. Oui. Grand auteur, hein, magnifique. Alors il y aura d'autres surprises dans l'émission comme Tardy, Ferrandez, Marjane Satrapi, vous allez voir. Et puis vos fans... Johan Sfar. Johan Sfar, il ne faut pas que je l'oublie, parce que son chat du rabbin, Ah. il est désopilant. Mais il n'y a pas que ça. Vos fans, Möbius ou Jean Giraud, d'ailleurs, il faut que je vous appelle comment? Möbius ou Jean Giraud. Non, mais vous n'avez pas déterminé votre identité. Non, vraiment. Et Möbius, qu'est-ce que c'est? Möbius, c'est une façon pour moi de créer une manifeste personnelle d'exigence, en empruntant le terme de l'anneau de Möbius, qui est une sorte de logo mathématique, topologique, bizarre. C'est une bande bizarre. À une seule face. Eh bien, vos fans et les fans de la BD, je ne les ai pas cherchés très loin, vous savez, ils sont tous là. Ils font partie de la rédaction de Public Sénat. Tous. Très bien. Et pour le plaisir, je vais en citer quelques autres qui auraient voulu être à votre place. Jean-Philippe, Caroline, Cyril, Laurane, Yasmine, Philippe, Anna, Axel, Bénédicte, Dorothée, Rémi, Jean-Marc et les autres. Voilà, c'est pour ça que j'arrive à vendre des albums quand même encore. C'était donc la première fois que nous avions eu l'opportunité de rencontrer Jean. Et on en a profité. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a demandé, Jean, on va créer une émission de bande dessinée sur Public Sénat. Est-ce que tu peux être le parrain de cette émission? Et Jean, c'était à l'époque de l'exposition Möbius Miyazaki à la Monnaie de Paris, où on l'avait rencontré, il nous avait dit oui, pas de problème, ça me fait très plaisir, la bande dessinée à la télé, c'est génial. Donc tout a débuté de là. Et on a attendu quelques mois, le mois de juillet, pour le recevoir pour la première fois dans un monde de bulles. Je peux vous dire que ce jour-là, j'étais pas très fier, j'avais vraiment peur, car devant moi, je savais que j'avais un géant de la bande dessinée. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce monde de bulles exceptionnel. Et je pèse mes mots, car je reçois un invité exceptionnel. On dédie vraiment cette émission à vous, Jean Giraud, Möbius. Bienvenue chez nous.
Je suis très honoré. Bonjour. C'est moi, et merci encore, car grâce à vous, on a lancé cette émission il y a un peu plus d'un an. Ah, j'étais pas tout seul, hein. Vous n'étiez pas tout seul, mais c'est en partie grâce à vous. Donc partie, merci. ouais. Jean Giraud, est-ce que vous vous souvenez de votre enfance à Nogent-sur-Marne et vos premiers petits dessins? Non, à Nogent-sur-Marne, je me suis contenté de naître dans la... C'est déjà pas mal. Oui, dans une clinique, là-bas, je sais pas où, un hôpital. Non, ma vie d'enfant, c'était à Fontenay-sous-Bois. Et je m'en rappelle très très bien, c'était une vie formidable. C'était un monde à la Douaneau, tout à fait. Hein. Douaneau a bien capté ce qui se passait à cette époque-là, les blouses grises, les bandes d'enfants... en train de vivre un peu un univers à la style de la chorale, hein. Vous savez, le film là. Des endroits, vraiment une vie très, très, très sympathique, très agréable et qui je pense, a disparu vraiment. Et dès le début, très jeune, vous commenciez justement à faire des croquis, des dessins. C'était vraiment une passion de jeunesse. Oui, très vite, d'abord j'ai eu le plaisir de le découvrir d'une façon un peu isolée. Il s'est trouvé que dans ma famille, il y avait du papier qui traînait, il y avait des feuilles de papier vierge et j'en ai profité. Ça correspondait bien à ce dont j'avais besoin à l'époque. Et très vite, j'ai trouvé un avantage dans ma capacité à communiquer et à me constituer une personnalité, à être vu par les autres à travers le dessin. C'est devenu une petite attraction à laquelle j'ai pris goût très très vite. Et ça s'est toujours confirmé, notamment au cours de mon passage au service militaire et aussi dans l'entrée dans la vie professionnelle. Ce qui fait que en fait, je suis jamais sorti du dessin de toute ma vie. En 58, une grande rencontre, JG. Ah oui, Pour vous, c'est le grand début, en fait, votre premier pas dans le 9e art? Oui, c'est la rencontre avec un professionnel qui n'est pas une rencontre indifférente, c'est pas par hasard. Je me suis trouvé devant Joseph Gillin parce que c'était non pas celui qui était le plus proche de chez moi, mais il s'est trouvé qu'il était proche, mais bon, il y en avait des plus proches. En fait, c'était celui qui était le plus proche de mon cœur et de mon rêve aussi. Hein. C'était un modèle, vraiment, vraiment un modèle, et pas seulement pour moi, mais pour toute une génération. Puisque je me souviens que la première fois où je me suis présenté chez Gillin, c'était avec Jean-Claude Mézières et Patrick Mallet. On était tous les trois tremblants et très attentifs à tout ce qui se disait. Et j'avais la chance de pratiquer un style qui tendait vers le travail de Joseph Gillin, ce qui fait qu'il s'est intéressé à moi plus particulièrement. Mézières, à lui, était plus dirigé vers l'équipe qui était à Bruxelles, avec Franquin et compagnie. Sauf qu'évidemment, Jean-Claude n'a pas pu travailler avec Franquin comme j'ai pu travailler avec Gillin. Oui, c'était pas les mêmes personnages. Oui, c'était pas les mêmes personnages et c'était pas la même distance aussi. C'est sûr que Franquin était quand même quelqu'un de très sympathique qui a accueilli beaucoup de jeunes gens dans son équipe hein, qui a formé beaucoup de dessinateurs. Vous avez travaillé sur plein de styles, d'univers différents. Oui. Est-ce qu'il y en a quand même, je sais pas, un qui vous a particulièrement marqué, ému ou profondément investi? Écoutez, si on peut parler de genre, celui qui m'a le plus marqué, c'est quand même le western des Blueberry, puisque c'est à travers cette série que j'ai touché le plus grand nombre de lecteurs et que j'ai aussi pu m'insérer socialement et vivre matériellement. Hein. C'est une source quand même très précieuse. Mais d'un autre côté, la reconnaissance intermédiaire, c'est-à-dire dans le cinéma, parmi les littéraires, parmi les gens de goût, les peintres, les musiciens, enfin, tout le monde de l'art et de l'expression ou des médias, c'est surtout à travers ma production en tant que Moebius, c'est-à-dire en fait... Moebius recouvre tout ce qui n'est pas dans une activité graphique, tout ce qui n'est pas Blueberry. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait deux domaines. Il y a un domaine assez strict qui est sous la signature de Gir, le monde de Blueberry, et puis toutes les expérimentations possibles, toutes les dérives et toutes les rêveries, tous les dérapages,
toutes les envies, toutes les fantaisies sous la signature de Moebius. Moebius, c'est votre partie fantasmagorique, fantasmée de Jean Giraud? Disons que je me le demande, parce qu'au fond, à travers Moebius, j'ai essayé de serrer au plus près ma réalité intérieure, qui inclut bien sûr un univers fantasmatique. Mais disons que on pourrait dire que le monde véritablement fantasmatique, c'est plutôt Blueberry. Parce que, au fond, c'est une bulle. Le western est une bulle spatio-temporelle assez limitée, justement dans le temps et dans l'espace. Ça concerne un certain territoire, une certaine époque. Ça concerne une période vraiment très précise. Et avec un certain nombre de codes, donc obligatoires, qui m'ont frappé en tant qu'enfant d'une manière réellement fantasmatique. Donc on peut dire que le western, si on regarde les choses avec un peu de réalisme, est plus fantasmé que l'univers de Moebius. Mais est-ce qu'il y a quand même un univers que vous n'avez pas exploré et qui vous manque peut-être intellectuellement, même physiquement? Est-ce que vous avez envie de dessiner quelque chose que vous n'avez pas exploré encore? Il y a plusieurs choses qui se font défaut, et je m'en aperçois en arrivant peut-être pas en fin de carrière, en toute fin de carrière, mais enfin avec 50 ans d'activité, j'ai peu l'espoir d'avoir de nouveau 50 ans d'activité devant moi, vous savez. Quand même, hein. Merci, c'est gentil. Mais bon, je m'aperçois que j'ai pas d'engagement politique vraiment clair. J'ai pas non plus une vision très précise du monde contemporain, de l'évolution des personnes et des institutions, de l'actualité. Vous savez, mon univers est partagé entre deux bulles imaginaires et fantasmatiques, qui sont d'une part le western et d'autre part, disons, la traduction des mouvements psychiques à travers une interaction avec le monde professionnel, du cinéma, de la littérature, etc. J'ai fait des illustrations pour des livres, j'ai participé à des projets de films, mais c'était toujours des films de science-fiction, des films très fantasmatiques, très imaginaires, très oniriques. Alien, voilà, c'est Abyss, ça. Tout à fait. Ouais, ce sont des extrapolations, disons, déjà décalées du réel. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais il y a un moment où on fait les choses qu'on aime, et puis il y a un moment où on se demande pourquoi on a aimé ces choses-là, et du coup pourquoi on n'a pas fait les autres. Et à la vérité, il n'y a pas de réponse. Et même s'il y a des réponses, elles ne sont pas spécialement intéressantes dans la mesure où elles ne peuvent pas déboucher sur des prises de position différentes. Je ne vais pas me mettre à seul coup à changer à 68 ans et à me dire, bon, bah, à partir de maintenant, je m'intéresse à mes contemporains. Je m'intéresse à mes contemporains, mais mon métier artistique, c'est plutôt porté vers des métaphores qui ont l'air d'être assez éloignées de la réalité. Première rencontre sur un plateau. Alors on est allé un peu plus loin, c'était au mois d'octobre 2007. On est allé dans la galerie de Jean, à Paris, la galerie Stardom, pour un événement qui était assez exceptionnel, puisque Jean participait à l'époque à l'aventure 13, avec Jean Van Damme, où il a signé un album. Jean nous a reçus une nouvelle fois. On a évoqué avec lui évidemment la série 13 et plein de choses. Et Jean nous a fait quelques confidences quand même étonnantes pour un génie comme le lit du dessin. Jean ne savait pas refaire 2 fois le même vêtement sur un personnage. C'est parti. Nous continuons nos pérégrinations dans cette 100e émission d'Un Monde de Bulles. Et pour ceux qui s'en souviennent, le début d'Un Monde de Bulles, de cette très belle aventure autour du 9e art, a commencé grâce à mon invité qui est là. Jean, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, moi je suis très heureux d'être là avec vous pour vraiment un événement incroyable. Vous êtes mis à travailler là-dessus sur la série 13. Comment ça se fait, Jean? Ce qui est à la racine de ma décision, c'est l'envie de retourner à une conception
très ancienne du métier, telle que je l'ai connue quand j'ai débuté dans la profession, parce que j'ai commencé dans les années 50 à travailler pour un magazine qui s'appelait Cœur Vaillant. Enfin, il y avait une dérivation, Cœur Vaillant, âme vaillante, Frites, Poulet, Marisette. C'était les éditions Fleurus, c'était des journaux qui étaient distribués dans les patronages catholiques. Et alors, le principe du métier de dessinateur à l'époque était d'arriver avec son papier et ses crayons, et puis de rencontrer un rédacteur en chef qui vous envoyait des scénarios faits par des gens qu'on ne connaissait pas. C'était vraiment un principe, disons, très ancien qui était érigé sous forme de système. Et bon, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais disons, d'une certaine façon, j'ai retrouvé un peu la situation par une sorte d'ironie, puisque en fait, là, c'est pas parce que je suis un jeune dessinateur, mais parce que je suis un vieux dessinateur qu'on vient me trouver. Alors, vous avez travaillé avec Jean Van Damme. Oui. Comment ça s'est passé la relation avec Jean Van Damme? Alors voilà, c'est là où il y a une grande différence avec les situations de départ. Là, on est dans le grand luxe. Jean Van Damme est une star et j'en suis une autre, paraît-il. Enfin, je veux bien l'accepter après 50 ans de carrière. Oui, vous le méritez bien. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Alors donc, on se rencontre, on se connaît, il connaît mon travail, je connais le sien, on s'estime de loin. Mais bon, là, on développe une véritable amitié. Le principe de l'entreprise est arrêté, la lecture du scénario me passionne, m'emballe même, et on fait un petit voyage en Irlande pour se documenter. Vous allez tous les deux en Irlande? Tous les quatre. Voilà. C'était une histoire de couple, de famille. Il n'y avait pas les enfants, mais bon, on était donc deux couples. On louait une voiture et on s'est baladé en liberté. Il n'y avait aucun éditeur au-dessus de nous pour nous coiffer. C'était vraiment très, très sympa. Alors comment vous avez fait justement, Jean, sur cet album, la version irlandaise? Vous avez dû vous adapter justement au code de 13 et en même temps, comment vous avez fait pour imprimer la touche Jean Giraud? Là où c'était difficile, c'est pas sur des codes de narration, c'est plutôt sur les références graphiques, sur l'architecture, la technique, les habits, les détails triviaux, mais qui d'un seul coup doivent être complètement réinventés. J'étais surpris de voir que je ne sais toujours pas comment, quand je suis sur la feuille de papier, je ne sais pas comment s'habillent les gens. Vous savez, quelles chaussures ils portent, comment les chemises sont fabriquées, et comment est coupé, comment tombe un costume 3 pièces classique. Vous savez, on croit le savoir. On croit savoir. On a ça en tête, on le reconnaît quand on le voit, mais quand il s'agit de le dessiner, eh bien non, il faut repartir à la pêche, à la documentation. On sait jamais comment est fait une voiture. On sait jamais. Vous avez plus de facilité avec la fantasmagorie ou le Ah mais oui, ou la complètement, science-fiction, bien ça, sûr, quoi? parce que dans la science-fiction, je laisse presque ma main, mon crayon partir à l'aventure. Alors le problème, c'est que quand on fait une aventure sur une case, dans la deuxième, là, c'est moins de l'aventure parce qu'il faut... Faut continuer. il faut reproduire ce qu'on a inventé dans la première. Alors moi, j'ai souvent résolu le problème en ne tenant pas compte des choses que j'avais faites d'une case sur une autre. Ça donne des résultats parfois bizarres, mais je ne pouvais pas faire ça dans 13. Jean, donc on va vous retrouver à la fois pour 13, et alors il est où Moebius là-dedans? Mais il y a toujours une activité moebiusienne par l'intermédiaire des éditions Stardom, qui sont en fait les éditions Moebius, on peut dire, et avec la galerie ici, la galerie rue Falguière, plus des... Alors évidemment, à travers la publication,
la continuation de la publication de la série Inside, puisqu'on on a déjà trois tomes qui sont parus et on prépare le 4e pour le début 2008. Vous êtes glorifié, Jean, quand même. Mais je suis glorifié, comme Enki l'a été récemment, et comme d'autres le seront. Les ténors de la bande dessinée rentrent dans un marché plus planétaire de l'objet d'art, d'une réalisation graphique sous forme de planches, de peintures, de dessins, de croquis. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une entrée de la bande dessinée dans le monde de l'image. Hein, c'est un peu le jeu, ce n'est que justice. Mais c'est vraiment le 9e art maintenant. Et tout à fait. Cette émission spéciale continue en hommage à l'immense monsieur Jean Giraud Moebius, notre parrain, le parrain de l'émission. En septembre 2010, Jean redevient Moebius et invente une nouvelle fois des aventures pour Arzac aux éditions Glénat. Bien évidemment, on est allé à sa rencontre et un petit jeune à l'époque qui s'appelle Nicolas Béard, que vous connaissez bien aujourd'hui, l'avait rencontré avec beaucoup d'émotion aussi, comme moi j'ai pu l'avoir quelques années auparavant. On repart sur le personnage tel qu'il est, on l'a laissé il y a 30 ans. C'est un personnage qui donc survole des paysages déserts, une planète immense, sans rien. Et puis, parallèlement, un vaisseau de ligne interplanétaire, interstellaire, qui transporte une princesse et son fils, est attaqué par des pirates. Et à la suite de quelques péripéties, le petit prince, le jeune, le garçon, va se retrouver projeté sur la planète où se trouve Arzac. Là, je l'ai transformé physiquement, je l'ai humanisé, je l'ai européanisé, et je lui ai donné la parole. Il a gardé ce caractère un peu solennel, parce que c'est le guerrier du désert. Alors il est censé être tout à fait dur, boucané par le soleil, un peu comme un cow-boy, qui va de ville en ville, comme ça, dans l'aventure. Le paysage est tout à fait le paysage du western, c'est le désert, c'est des montagnes, des messas, des parois rocheuses, des canyons, des défilés, etc. C'est ce que j'aime dessiner en fait. Alors, au fond, le chapeau de Arzac, c'est le chapeau de Blueberry sans la partie horizontale. Donc, au lieu que ce soit un cheval comme Jolly Jumper de Lucky Luke, ou le cheval de Blueberry, là on est avec une espèce d'animal volant, qui lui sert d'animal de trait, quoi. C'est un univers qui a été exposé il y a 30 ans avec une focale très, très étroite. Et en fait, mon travail consiste à élargir le champ et à montrer que Arzac n'est qu'un petit point dans un univers très vaste. J'ai une autre histoire de Arzac prête, là, magnifique, mieux que celle-là encore. Il y a une chose qui m'embête, c'est que j'aurais voulu être totalement immortel. C'est-à-dire continuer à faire de la bande dessinée pendant encore 2000 ans. Pour aller jusqu'au bout de Blueberry, de Arzac, du Major, de tout, terminer toutes mes histoires, en faire des nouvelles, et puis ainsi de suite. Je travaille pas, je m'amuse. C'est horrible. C'est un scandale. C'était à la fin de l'année, au mois de décembre, si je me souviens bien. J'avais été invité avec Nico à une soirée au Quai Branly par Jean et son épouse. Jean qui allait être décoré par la République française, par le ministre
Laurent Wauquiez. Sur place, on n'était pas très nombreux, mais des auteurs de renom, les invités de Jean, les proches de Jean. Tous avec qu'une parole à la bouche. Jean, c'est le maître absolu en bande dessinée. Et puis Jean l'a interviewé, toujours avec beaucoup de plaisir. Il était là avec sa gentillesse, son charisme, sa personnalité et puis vraiment une intelligence jubilatoire, hors norme. On est reparti du Quai Branly, le sourire aux lèvres une nouvelle fois parce que rencontrer Jean, c'était toujours un plaisir immense, un plaisir de gosse, un plaisir d'adulte. C'était la dernière fois. Voilà, je vous propose de regarder ce sujet signé Nicolas Béard. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, de vous faire chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et une médaille de plus pour service rendu au 9e art. Moebius, Gire ou simplement Jean Giraud est désormais décoré de l'Ordre national du mérite. Le pape de la BD s'était déjà vu gratifié de l'Ordre des Arts et des Lettres et il avait même eu droit à son propre timbre. Mais que voulez-vous, on n'en a qu'un de Moebius alors on le soigne. Moebius, Giraud, pour moi c'est juste un dieu vivant. J'ai grandi avec Blueberry, au moment de l'adolescence j'ai découvert Lincal. C'est juste, faut se rendre compte, c'est sans doute un de nos plus grands artistes vivants français. Ce type est un génie, c'est tout. Et oui, Moebius, c'est le patron, une légende vivante quoi. Un nom que la planète entière a retenu. De Miyazaki, l'empereur du manga, à Stan Lee, le roi du comics, il aura influencé plus d'un génie. Et chez nous, il est le guide, le gourou de nos plumes et pinceaux les plus éminents. S'il y en a un qui doit être médaillé, c'est bien lui. Il m'arrive encore de lui montrer mes dessins et on écoute, hein, c'est le maître, on s'incline et on écoute surtout, voilà. On est toujours le maître de quelqu'un et moi je trouve mes maîtres pratiquement chez tous les dessinateurs qui m'appellent eux-mêmes maître. Donc il y a une réciprocité à la maîtrise. Chacun est maître dans sa partie. C'est le seul dessinateur dont j'ai gardé tout, y compris, je dirais, des notes de gaz. C'est pas un maître, c'est Wolfgang Amadeus Moebius. Mais le virtuose est schizophrène. C'est Dr Giraud et Mr Moebius. Quand l'un dessine Blueberry d'un trait appliqué, perfectionniste, l'autre officie dans l'underground dans les pages de Harakiri et de Métal Hurlant dans un style plus épuré aux influences largement mystiques. Les deux facettes d'un génie absolu, d'un pionnier d'une époque bénie où l'album ne régnait pas encore en maître sur la BD et où toutes les expériences étaient possibles. On était des mômes et on racontait les histoires qu'on aurait voulu lire. Et nous, on était dans les journaux, et les journaux publiaient des pages admirables des grands créateurs de l'époque, et en même temps, nos petites merdouilles à côté, derrière, c'était bien, c'était un but, ça n'était pas bien, ça fait rien, ça passait quand même. Et on était payé pour faire des programmes. Ça, c'était la chance extraordinaire de notre génération. Je me suis trouvé dans une période particulière, disons une période charnière de la bande dessinée, au bon moment, avec la bonne énergie, il y a eu une bonne coïncidence, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis presque un fait historique, autant qu'un dessinateur. C'est la fin de cette émission Un monde de bulles, en hommage à Monsieur Jean Giraud, Monsieur Moebius, Monsieur Gire. Tous tes noms, en tout cas, qui ont porté tous les rêves qu'on a eu la chance d'avoir avec toi. Merci Jean d'avoir été le parrain de cette émission. Depuis 7 ans, tu nous as porté vraiment chance et c'est en grande partie grâce à toi si on est toujours là aujourd'hui. Et puis, on a une pensée très affectueuse pour ton épouse, toute ta famille. Ciao et merci beaucoup.